25 personnes, Geneviève, et je veux que tout soit parfait pour mes photos. Clémence a jeté ces mots dans ma cuisine comme un ordre adressé à une domestique, ignorant que je tenais déjà les preuves de ses secrets financiers. Elle voyait ma villa d'Arcachon comme sa propriété, et moi comme un simple obstacle à ses ambitions. Je m'appelle Geneviève, et j'ai passé trop de temps à protéger un fils qui refusait de voir la réalité. Ce soir-là, j'ai compris que le respect ne se demande pas, il s'impose, surtout quand l'ombre de la trahison plane sur mon foyer. Jusqu'où iriez-vous si ceux que vous aimez complotaient pour vous dépouiller de tout votre héritage? Écoutez mon récit, car ce Noël s'est terminé par une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Ce mardi-là, sous la lumière blafarde d'un après-midi de décembre, Clémence a franchi le seuil de ma cuisine avec cette assurance glaciale qui la caractérise. Elle n'a jamais appris à frapper. Pour elle, ma demeure n'était qu'une extension de son propre territoire, un espace qu'elle s'était déjà approprié par la pensée. Elle arborait une robe de prêt-à-porter de luxe d'un rouge criard, une pièce d'un prix indécent dont je savais parfaitement qu'elle avait été financée par le labeur de mon fils. Ses talons aiguilles martelaient mon carrelage avec une régularité agaçante, comme autant de petits coups portés à ma patience déjà érodée par 5 années de cohabitation forcée. Geneviève, a-t-elle lancé de cette voix mielleuse qui masquait si mal son mépris habituel. J'ai une nouvelle absolument merveilleuse à t'annoncer. Toute ma famille vient passer les fêtes de Noël ici, à la villa. Elle a marqué une pause, un sourire de façade étirant ses lèvres parfaitement dessinées. Ce n'est que 25 personnes. Tu te rends compte? Un vrai Noël de magazine. 25 personnes. Elle prononçait ce chiffre avec une légèreté insultante, comme s'il s'agissait d'un détail insignifiant, omettant délibérément que je n'étais à ses yeux qu'une intendante invisible, une machine biologique programmée pour cuisiner, récurer et servir sans jamais maudire. J'ai vu cette lueur de triomphe briller dans ses prunelles tandis qu'elle s'installait confortablement sur ma chaise préférée, croisant ses jambes avec une désinvolture qui me donnait la nausée. Elle a alors commencé à énumérer ses invités, consultant mentalement une liste qui ressemblait à un inventaire de conquête. J'ai déjà confirmé la venue de ma sœur Mathilde et de ma cousine Éléonore. Thierry, mon beau-frère, sera là aussi avec mon oncle Hugues, qui fait le déplacement depuis Genève spécialement pour l'occasion. Tout le monde a répondu présent. Les neveux, les nièces, les cousins issus de Germain, les enfants de Mathilde. Ce sera le Noël parfait dont j'ai toujours rêvé. Elle s'est tue un instant, guettant sur mon visage l'ombre de la panique ou de la soumission à laquelle elle était habituée. Puis, avec une autorité naturelle de celle qui commande à une domestique, elle a ajouté « Bien entendu, je compte sur toi pour la logistique. La nourriture, le grand ménage de la villa, le service à table, il faut que tout soit impeccable. » Chaque mot tombait sur moi comme une gifle froide. Dans le silence de la cuisine, les souvenirs ont commencé à affluer, amers et pesants. Je me revoyais préparer des dîners élaborés pour ces cercles d'amis mondains pendant qu'elle en récoltait les louanges. Je me souvenais des heures passées à effacer les traces de ces réceptions alors qu'elle s'éveillait à peine aux alentours de midi. J'avais accepté l'invisibilité dans ma propre maison, dans cette villa d'Arcachon que j'avais bâtie avec mon défunt mari, pierre après pierre, sacrifice après sacrifice. Il nous faudra au moins 3 dindes de belle taille, a-t-elle poursuivi, balayant mon mutisme d'un geste de la main. Et je veux absolument cette bûche de Noël au chocolat que tu réussis si bien. Oh, et n'oublie pas la décoration de l'ensemble de la maison. Je veux que chaque angle soit parfait pour mes photos sur les réseaux sociaux. Elle attendait mon acquiescement habituel, ce « oui », Clémence, qui aurait scellé mon sort pour les 2 semaines à venir. Mais ce jour-là, l'engrenage s'est enrayé. Quelque chose en moi, une structure solide et ancienne, s'est brisée pour laisser place à une lucidité nouvelle, tranchante comme du cristal. Je l'ai fixée droit dans les yeux, habitée par un calme analytique qui semblait la déstabiliser. Parfait, ai-je répété, savourant l'instant où son sourire a commencé à vaciller. Ce sera effectivement un Noël mémorable pour vous tous. Car de mon côté, je ne serai pas là. Le silence qui a suivi était d'une densité presque physique. Clémence a scié, ses yeux s'écarquillant sous l'effet de l'incrédulité. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun son n'en est sorti pendant plusieurs secondes. Le tapotement nerveux de ses talons s'était arrêté net. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne seras pas là? A-t-elle fini par articuler, la voix trahissant un léger tremblement.
Elle s'est redressée sur sa chaise, sa posture de reine de la villa commençant à s'effriter sous mes yeux. Tu as parfaitement entendu, Clémence. Je pars en vacances. Vous aurez tout le loisir de cuisiner, de nettoyer et de vous organiser par vous-même. Je ne suis pas ton employé, et encore moins celle de ta famille. J'ai observé avec une satisfaction intérieure la couleur quitter son visage, ne laissant qu'un masque de cire. Ses mains se sont mises à trembler imperceptiblement, et la tasse de porcelaine qu'elle tenait a cliqueté contre sa soucoupe. Pour la première fois depuis son entrée dans cette famille, Clémence était démunie de mots. Mais enfin, Geneviève, a-t-elle balbutié, tentant de reprendre contenance. J'ai déjà lancé les invitations. Tout est organisé. Tu ne peux pas nous faire cela, c'est impensable. Je le peux, Clémence. Car c'est ma maison. Ces mots ont eu l'effet d'une détonation. Sa mâchoire s'est contractée, son expression basculant du choc à une indignation féroce. Elle s'est levée d'un bond, ses talons claquant de nouveau sur le sol, mais cette fois avec une urgence désespérée. C'est ridicule. Benoît ne permettra jamais une telle chose. Benoît est libre d'avoir une opinion, mais la décision m'appartient. Pour la première fois depuis des années, je reprenais les commandes de ma propre existence. Mais ce qu'elle ignorait, ce qu'aucun d'eux ne pouvait soupçonner, c'est que ce départ n'était pas une impulsion soudaine. C'était une manœuvre méticuleusement préparée depuis des mois, la première étape d'un rétablissement de l'ordre qui allait les laisser anéantis. La fureur a alors remplacé la surprise sur le visage de Clémence. Ses pupilles se sont rétractées, ses traits se tendant comme ceux d'un prédateur acculé. Elle s'est avancée vers moi, envahissant mon espace vital dans une tentative d'intimidation qu'elle pensait encore efficace. Tu sais quoi, Geneviève? Je t'ai toujours trouvée égoïste, mais là, tu franchis la limite de l'indécence. Sa voix était devenue un venin pur, chaque syllabe distillant son mépris. Ma famille fait des efforts pour venir, certains traversent des frontières, et toi, tu décides de gâcher leur Noël pour un simple caprice. Un caprice. 5 années de brimade, d'humiliation quotidienne et d'exploitation émotionnelle étaient balayées par ce mot. Ma cage thoracique bouillonnait de rage, mais mon visage restait de marbre. J'avais passé trop de temps dans la peau de la victime pour ne pas savoir que ma force résidait désormais dans mon impassibilité. Ton opinion m'est indifférente, ai-je répliqué avec une froideur qui la déconcertait davantage. Tu aurais dû solliciter mon accord avant de transformer ma villa en hôtel pour 25 convives. Notre villa, a-t-elle hurlé, perdant totalement son sang-froid habituel. Benoît est ton fils unique. Cette maison nous reviendra de plein droit un jour ou l'autre. La vérité éclatait enfin, brutale, dépouillée de ses oripeaux de politesse. Clémence ne voyait pas en moi une parente, mais un usufruitier encombrant, un obstacle biologique entre elle et un patrimoine immobilier d'exception. C'est une perspective intéressante, ai-je murmuré, observant la panique naître dans ses yeux alors qu'elle réalisait l'énormité de ce qu'elle venait de s'autoriser à dire. Très intéressante, en effet. À cet instant précis, le bruit des clés dans la serrure a signalé le retour de Benoît. Clémence s'est précipitée vers l'entrée telle une enfant courant chercher protection, le fracas de ses talons résonnant comme un appel au secours. Benoît, viens vite. Ta mère a perdu la raison. Elle prétend qu'elle part en vacances et nous laisse nous débrouiller seuls avec toute ma famille pour Noël. Leur voix me parvenait étouffée depuis le vestibule. Clémence débitait son flux de paroles à une vitesse vertigineuse, alternant entre les sanglots fins et l'indignation dramatique. Benoît murmurait des réponses apaisantes que je ne parvenais pas à distinguer. Quelques minutes plus tard, ils sont apparus dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Mon fils semblait épuisé, son costume froissé par une journée de bureau, le visage marqué par une lassitude qui se muait rapidement en agacement à mon égard. Derrière lui, Clémence se tenait comme une ombre triomphante, les bras croisés, savourant d'avance ma mise au pas. Maman, a commencé Benoît de ce ton condescendant qu'il utilisait systématiquement pour me parler depuis son mariage. Clémence vient de m'expliquer la situation. Ne penses-tu pas que tu es un peu dramatique? Dramatique. Mon propre fils utilisait ce qualificatif pour balayer mon refus de servir de domestique à son épouse. Une sensation de froid intense s'est cristallisée dans mon estomac. Ce qui n'était jusqu'alors qu'une décision logique est devenu une certitude inébranlable. Non, Benoît.
Je ne suis pas dramatique. Je suis lucide. Mais maman, c'est Noël. C'est le moment sacré de la famille. Clémence a déjà tout validé avec Hugues et Mathilde. On ne peut plus faire marche arrière maintenant. Je n'ai jamais suggéré d'annuler quoi que ce soit. J'ai simplement stipulé que je ne serai pas présente pour assurer l'intendance. Clémence a fait un pas en avant, s'interposant physiquement entre mon fils et moi. Tu vois, Benoît, elle est devenue totalement irrationnelle. Qu'est-ce que ma famille va penser de nous? Quelle image vais-je leur donner? Dis-leur simplement la vérité, ai-je suggéré d'un ton monocorde. Dis-leur que tu as présumé de mes forces et de ma volonté sans me consulter, et que tu t'es trompé lourdement. Benoît a poussé un long soupir, passant une main nerveuse dans ses cheveux. Man, so is reasonable. Tu sais parfaitement que Clémence ne peut pas gérer les repas pour 25 personnes sans aide. Et pourquoi donc? J'ai assuré le service de ces réceptions pendant des années. Il est peut-être temps qu'elle se confronte à la réalité du terrain. Mais je travaille. S'est écriée Clémence avec une véhémence mal placée. Je ne peux pas prendre de congé pour passer mes journées en cuisine. Ma carrière est une priorité. Sa carrière. Un poste subalterne à temps partiel dans une boutique de prêt-à-porter de luxe, qu'elle n'occupait que grâce au réseau de mon fils. Pourtant, son temps semblait avoir à leurs yeux une valeur infiniment supérieure à ma dignité. Dans ce cas, engager un traiteur, ai-je lancé avec un sourire dont je sentais la froideur. Il y a d'excellents professionnels sur Arcachon. Un traiteur pour 25 personnes pendant plusieurs jours coûte une fortune. A explosé Benoît. Pourquoi dépenser des milliers d'euros alors que tu es là et que tu... Il s'est interrompu net, réalisant la violence de ses propos. Alors que je peux le faire gratuitement? Ai-je terminé pour lui? C'est donc ainsi que vous me percevez, une ressource gratuite pour préserver votre train de vie et vos apparences. Le silence s'est étiré, lourd et poisseux, comme une fissure qui ne cesserait de s'élargir entre nous. Clémence et Benoît ont échangé un regard chargé d'une nervosité croissante. Je voyais leurs esprits s'agiter, cherchant désespérément un levier de manipulation pour me faire plier. Écoute, maman, a repris Benoît, tentant maladroitement d'adoucir sa voix. Je pense que tu es un peu sensible ces derniers temps. C'est sans doute dû à ton âge, des changements hormonaux, peut-être. Ces derniers mots ont scellé leur destin. Me réduire à une femme vieillissante et instable pour invalider mes revendications était l'insulte finale. Le temps du pardon était révolu. L'heure de l'ordre avait sonné. La fureur que je contenais avec une discipline de fer commençait à bouillonner sous la surface de mon calme apparent, tel un courant souterrain prêt à rompre ses digues. Pourtant, j'ai réussi à maintenir une voix d'une stabilité absolue, une voix qui ne tremblait pas, car le temps des larmes était révolu depuis longtemps. Il n'y a absolument rien d'hormonal dans mon attitude, Benoît, ai-je lâché, découpant chaque syllabe avec la précision d'un scalpel. C'est une question de dignité, une notion qui semble t'échapper. Depuis 5 ans, ni ta femme ni toi n'avez manifesté le moindre respect à mon égard. Vous avez confondu ma discrétion avec de la faiblesse. Ce n'est absolument pas vrai, s'est insurgée Clémence, son visage s'animant d'une indignation feinte. Nous t'avons toujours traité avec tous les égards. Tu fais partie intégrante de cette famille, Geneviève. Je fais partie de la famille qui récure, qui frotte et qui s'active en cuisine pendant que vous vous donnez en spectacle, ai-je rétorqué, la fixant sans ciller. Je suis la partie de la famille que l'on ne consulte jamais pour les décisions, mais de qui l'on attend une obéissance servile au moindre claquement de doigts. Benoît s'est alors approché de moi. Il a posé une main sur mon épaule, un geste qu'il effectuait jadis, enfant, lorsqu'il cherchait à obtenir un pardon ou une faveur. Mais ce n'était plus le petit garçon fragile que j'avais élevé seul. C'était un homme de 35 ans qui, systématiquement, depuis 5 ans, choisissait de se ranger du côté de son épouse, sacrifiant sa mère sur l'autel de son confort domestique. Écoute, maman, je comprends que tu puisses être un peu contrariée par l'ampleur de la réception, a-t-il murmuré d'un ton mielleux. Mais réfléchis un instant. Ce n'est qu'une petite semaine autour de Noël. Une fois les fêtes passées, tout redeviendra normal. On retrouvera notre routine. Normal. Ce mot résonnait dans mon esprit comme une condamnation. Cette normalité où je demeurais invisible, sauf au moment où ils exprimaient un besoin. Cette normalité où mes propres émotions n'avaient aucune valeur marchande tant que leur existence demeurait fluide et luxueuse.
Cette normalité où ma villa d'Arcachon, ce sanctuaire que j'avais tant chéri, n'était plus qu'un hôtel de passage pour leurs caprices. Non, Benoît. Les choses ne reviendront pas à la normale, pour la simple et bonne raison que je quitte la maison demain matin. Un silence de mort s'est abattu sur la cuisine. Ils se sont figés tous les deux, comme si je venais de leur annoncer une catastrophe naturelle imminente. Clémence a été la première à rompre ce mutisme, sa voix montant brusquement d'une octave, trahissant une panique viscérale. Mais tu ne peux pas partir demain. A-t-elle glapi, ses yeux s'écarquillant tandis qu'elle commençait à arpenter la pièce comme un fauve en cage. C'est absolument plus. Ma famille arrive dans 3 jours. C'est une éventualité que tu aurais dû envisager avant de me traiter comme une employée de maison sans contrat. Ai-je répondu avec une sérénité qui semblait l'exaspérer davantage. J'ai continué à rincer calmement ma tasse sous le filet d'eau, chaque geste étant calculé pour manifester mon détachement. Ce théâtre de l'urgence ne m'atteignait plus. Benoît restait planté là, basculant nerveusement d'un pied sur l'autre, visiblement déchiré entre l'hystérie de sa femme et sa tentative désespérée de me ramener à la raison. Ses yeux faisaient la navette entre nous deux, comme s'il assistait à un duel dont l'issue lui échappait totalement. « Maman, je t'en supplie. » A-t-il fini par lâcher dans un souffle. « Dis-nous au moins où tu comptes aller. Et quand reviendras-tu ? » « Je vais rendre visite à une amie proche à Deauville. » Ai-je menti avec une fluidité déconcertante. Je ne serai de retour qu'après le Nouvel An. Ce mensonge était nécessaire. Il constituait le premier rempart de mon plan. Il ne pouvait pas avoir accès à mes intentions réelles, pas avant que les pièces de mon échiquier ne soient toutes en place. Après le Nouvel An. Clémence a manqué de s'étouffer, ses mains parfaitement manucurées se crispant sur le plan de travail en marbre. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai déjà confirmé la venue de tout le monde. Mon oncle Hugues a déjà réservé son billet depuis Genève. Il n'annulera pas. Mathilde a décommandé ses autres engagements, et Thierry a posé ses congés. Ce sont leurs problèmes de calendrier, Clémence. Pas les miens. J'ai vu le désespoir supplanter la rage sur ses traits. Ses phalanges étaient blanches sous la pression qu'elle exerçait sur le comptoir. Soudain, son expression a mute. Le masque de la fureur a glissé pour laisser place à celui de la manipulation affective. Son ton est devenu suave, presque suppliant. Geneviève, écoute-moi. Tu sais que je t'ai toujours considérée comme ma propre mère. Tu occupes une place tellement centrale dans nos vies, dans notre équilibre. Tu ne peux pas nous abandonner au moment où nous avons le plus besoin de toi. Le changement de tactique était grossier. Je l'avais vu jouer cette scène des dizaines de fois, mais le venin sucré de ses paroles n'avait plus aucune prise sur mon cœur. Si tu me considérais vraiment comme ta mère, Clémence, tu n'aurais jamais toléré que je sois traitée comme une domestique dans mon propre foyer. Mais enfin, je ne t'ai jamais perçue ainsi. A-t-elle protesté, les yeux brillants de larmes de crocodile. Je pensais sincèrement que tu prenais plaisir à cuisiner pour nous tous, que tu aimais te sentir utile à la famille. Utile. Ce mot m'a frappé avec la force d'un poignard. Pendant 5 années, j'avais cultivé cette illusion. J'avais cru qu'être utile était le prix à payer pour maintenir la paix, pour conserver un lien avec mon fils. Mais je comprenais enfin que cette prétendue utilité n'était que le nom poli de mon asservissement. J'étais devenue une ombre, un rouage silencieux dans la machine de leur confort. Tu sais quoi, Clémence ? Tu as raison. J'aime effectivement me sentir utile. C'est précisément pour cela que je vais me rendre utile à moi-même, pour la première fois depuis des années. Benoît est intervenu à nouveau, sa frustration gravée dans chaque ligne de son visage. Maman, ce n'est pas juste. Tu sais parfaitement que nous n'avons pas les ressources financières pour engager un traiteur pour 25 convives. Le dépôt de garantie pour le nouvel appartement a littéralement vidé nos comptes. Le nouvel appartement. C'était la première fois que cette information parvenait à mes oreilles. Mes yeux se sont plissés tandis que j'analysais cette révélation. Il complotait donc dans mon dos pour déménager. Depuis quand ce projet était-il en gestation? Et surtout, pourquoi m'avoir tenu à l'écart? Quel nouvel appartement? Ai-je demandé, ma voix teintée d'une curiosité glaciale. Clémence et Benoît ont échangé un regard coupable, celui de 2 complices dont le secret vient d'être éventé par accident. Eh bien, a commencé Benoît, fuyant mon regard. Nous comptions t'en parler juste après les fêtes.
Nous avons trouvé une opportunité incroyable en centre-ville. Un appartement de grand standing, 3 chambres, une vue imprenable sur le bassin d'Arcachon, avec salle de sport intégrée dans l'immeuble. Cela semble extrêmement onéreux. Ai-je observé avec neutralité, tandis que mon esprit tournait à plein régime. C'est un investissement nécessaire pour notre avenir, a ajouté Clémence, reprenant de l'assurance. Et ne t'en fais pas, nous ne partons pas loin. À peine 30 minutes de route d'ici. 30 minutes. La distance idéale pour continuer à utiliser ma villa comme une annexe gratuite, un restaurant privé et une blanchisserie de luxe, tout en s'assurant une intimité totale de leur côté. La manœuvre était d'un cynisme achevé. C'est fort pratique, ai-je commenté. Et comment envisagez-vous de financer un tel train de vie? Le visage de Clémence s'est soudain éclairé, comme si elle venait de trouver l'argument ultime pour me convaincre de rester. C'est justement pour cela que ce Noël doit être absolument parfait. Mon oncle Hugues est un homme d'une grande générosité quand il est impressionné par la tenue d'une maison. Quant à Thierry, mon beau-frère, il dispose de contacts influents dans l'immobilier de luxe. Si tout se déroule comme prévu, il pourra appuyer le dossier de l'entreprise de Benoît. La vérité était là, crue et révoltante. Cette grande célébration de Noël n'avait rien à voir avec les traditions familiales ou l'affection. C'était un montage financier, une mise en scène orchestrée pour soutirer des fonds à des parents fortunés. Et j'étais censée être l'actrice principale, celle qui, par son travail invisible, validerait leur réussite factice. Je vois, ai-je murmuré, laissant le silence s'installer entre nous. En somme, vous avez besoin que je joue les servantes pour que vous puissiez impressionner votre oncle de Genève et obtenir vos faveurs financières. Exactement. S'est exclamée Clémence, visiblement soulagée que je saisisse enfin l'enjeu. Je savais que tu finirais par comprendre, Geneviève. Tu as toujours été si intelligente, tu sais toujours ce qu'il convient de faire pour le bien de tous. Ce qu'il convient de faire. Pendant 5 ans, cela avait signifié sacrifier mon temps et ma dignité. Mais ma définition du « bien » venait de subir une transformation radicale. Tu as raison, Clémence. Je sais exactement ce qu'il convient de faire. Et c'est pour cette raison que ma décision est irrévocable. Je pars demain matin. L'espoir a déserté leur visage instantanément. Clémence a commencé à respirer de manière saccadée, au bord de l'attaque de panique. Tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas ruiner notre avenir pour un simple mouvement d'humeur. Ce n'est pas un mouvement d'humeur. C'est un acte d'ordre. Mais que pensera ta famille, Clémence, lorsqu'ils arriveront devant une villa vide, sans personne pour les accueillir? Que penseront-ils en constatant qu'il n'y a pas la moindre nourriture préparée? Ils en déduiront que leur nièce les a invités sans avoir les moyens de ses ambitions. Et ils auront raison. Benoît s'est avancé, le désespoir se lisant sur chaque trait de son visage. Maman, je t'en prie, si tu as vraiment besoin de repos, nous pouvons décaler tes vacances. Juste après le 1er janvier, tu pourras aller où tu voudras. Nous prendrons tout en charge, le voyage, l'hôtel, tout. Avec quel argent comptaient-ils payer cela, alors que leur compte était prétendument vide? Peu importait. Leur offre arrivait 5 années trop tard. Ton offre est vaine, Benoît. Ma décision est prise. C'est du chantage émotionnel pur et simple. A explosé Clémence, son masque de douceur volant définitivement en éclats. Tu profites de notre vulnérabilité pour nous manipuler. Ce mot, chantage émotionnel, flottait dans l'air comme un aveu involontaire de leur propre comportement passé. Tu parles de chantage, Clémence? Ai-je repris, ma voix se faisant plus tranchante. Le chantage, c'est de me faire culpabiliser chaque fois que je refuse de cuisiner pour tes relations. C'est me répéter qu'une bonne belle-mère fait passer sa famille avant tout, dès que je tente d'exister par moi-même. C'est décréter que mon temps n'a aucune valeur parce que je suis retraitée. Chaque mot était une balle atteignant son but. Je les voyais tressaillir, car ils savaient que chaque accusation était fondée sur une vérité irréfutable. Ce n'est pas la même chose. A balbutié Clémence, mais sa voix avait perdu toute sa superbe. Tu as raison. Ce n'est pas la même chose. Car ce que vous avez fait est infiniment plus grave. Vous avez transformé ma générosité en une dette sans fin. Un silence pesant s'est réinstallé dans la cuisine. On n'entendait plus que le tic-tac méthodique de l'horloge murale et le ronronnement du réfrigérateur. Mais pour moi,
Ce silence était celui de ma liberté retrouvée. Demain, tout allait changer. Et ils n'avaient pas la moindre idée de l'ampleur du séisme qui s'apprêtait à ébranler leur monde de faux-semblants. Si vous voulez savoir comment cette histoire se termine et en découvrir bien d'autres, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à produire ces récits de justice et de vérité. Merci de nous suivre. Et maintenant, reprenons le fil de notre récit. Cette nuit-là, tandis que Clémence et Benoît s'enfermaient dans le salon pour se perdre dans des conciliabules désespérés, j'ai doucement tourné la clé de ma chambre. Le temps n'était plus aux émotions stériles, mais à l'exécution méthodique. J'ai ouvert mon ordinateur portable, la lueur de l'écran projetant des ombres froides sur les murs de la pièce où j'avais dormi pendant 3 décennies. Il était temps de lancer la seconde phase de mon plan. Ce plan n'était pas le fruit d'une impulsion. Il mûrissait en moi depuis des mois, tel un mécanisme d'horlogerie dont je venais enfin de libérer le balancier. Tout avait commencé 3 mois plus tôt, un après-midi de septembre, par un pur hasard domestique. En nettoyant le bureau de Benoît, une tâche que je m'imposais encore à l'époque pour me sentir utile. J'étais tombée sur un dossier égaré entre 2 piles de documents professionnels. Au début, j'ai cru à de simples relevés d'entreprise. Mais le nom de Clémence apparaissait avec une fréquence alarmante dans des transactions qui n'auraient jamais dû exister. Cette nuit-là, après m'être assuré que le silence régnait dans la villa, j'étais retournée au bureau pour une analyse chirurgicale. Ce que j'y avais découvert m'avait glacé le sang plus sûrement que n'importe quelle trahison sentimentale. Clémence vivait dans une fiction financière totale. Elle dépensait des sommes qu'il ne possédait pas, utilisant des cartes de crédit secrètes ouvertes au nom de Benoît à son insu. J'ai trouvé des avis de recouvrement, des mises en demeure, et plus grave encore, des documents prouvant qu'elle avait tenté de monter un dossier de prêt personnel en utilisant notre villa d'Arcachon comme garantie morale. Les dettes accumulées dans les boutiques de luxe de la région s'élevaient à plus de 50 000 €. Mais le plus insupportable restait à venir. Au fond du dossier, j'avais découvert des impressions d'échanges de courriels. Clémence y discutait avec des amis de la meilleure façon de « gérer » Benoît pour qu'il ne s'aperçoive de rien. Elle y décrivait des techniques de distraction pour masquer ses achats compulsifs. Et enfin, la pièce maîtresse de son cynisme, une conversation où elle planifiait d'amener Benoît à vendre la villa pour, disait-elle, investir dans leur avenir commun. Ma villa. La maison que j'avais payée de mes années de labeur, de mes économies les plus strictes et des sacrifices partagés avec mon défunt mari. Clémence voulait jeter 30 ans de ma vie au feu des enchères immobilières pour éponger ses dettes de vanité. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis restée immobile jusqu'à l'aube, laissant la dévastation se transformer en une détermination glaciale. La douleur avait disparu, remplacée par un impératif de justice. J'ai compris que je ne luttais plus pour mon confort, mais pour la préservation de mon intégrité. Dès le lendemain, j'avais entamé ma propre investigation. Sur les conseils de mon avocat, maître Olivier Lefebvre, j'avais engagé un détective privé d'une discrétion absolue. Le rapport qu'il m'avait remis quelques semaines plus tard était accablant. Non seulement Clémence était une dépensière pathologique, mais elle mentait également sur sa situation professionnelle. Sa prétendue « carrière » dans la boutique de prêt-à-porter de luxe n'était qu'un modeste emploi à temps partiel payé au SMIC. Pourtant, elle faisait croire à Benoît qu'elle percevait des commissions astronomiques, justifiant ainsi ses nouveaux sacs et ses parures. Plus odieux encore, elle entretenait auprès de sa famille à Genève le mythe d'une réussite éclatante. Elle leur décrivait Benoît comme un capitaine d'industrie, moi comme une douairière à la fortune colossale, et notre villa comme un domaine valant le triple de son prix réel. Tout n'était que mise en scène. En regardant l'écran de mon ordinateur, j'ai esquissé un sourire que je ne me connaissais pas. Un sourire sans joie, mais d'une satisfaction technique. J'avais déjà pris des dispositions qu'il ne pouvait imaginer. D'abord, j'avais transféré l'intégralité de mes liquidités vers un nouveau compte dans un établissement bancaire différent, un compte blindé auquel Benoît n'aurait jamais accès. Ensuite, avec mon notaire, j'avais sécurisé le titre de propriété de la villa via une structure juridique interdisant toute vente sans mon consentement explicite et présentiel. Mais mon coup de maître résidait dans ma correspondance avec la famille de Clémence. J'avais ciblé les piliers de la lignée, son oncle Hugues, l'homme d'affaires genevois dont elle craignait le jugement par-dessus tout. Son beau-frère Thierry, l'agent immobilier qu'elle comptait instrumentaliser. Et sa sœur Mathilde, dont la rigueur en matière de finances était légendaire.
Je leur avais adressé des courriels d'une courtoisie exquise, me présentant comme une belle-mère inquiète de la situation financière fragile du jeune couple. Je sollicitais humblement leurs conseils d'experts pour les aider à sortir de cette passe délicate. Bien entendu, j'avais, malencontreusement, joint en pièces jointes les relevés bancaires les plus compromettants et les avis de saisie que j'avais collectés. Les réactions ne s'étaient pas fait attendre. Il était hors de lui de voir le nom de la famille associée à de telles manœuvres. Thierry avait immédiatement gelé toute proposition d'aide immobilière. Mathilde, quant à elle, était animée d'une fureur froide, menaçant de venir remettre de l'ordre dans la vie de sa cadette. Le génie de la situation résidait dans le fait qu'aucun d'eux n'avait encore confronté Clémence. Ils attendaient le rassemblement de Noël pour une explication de texte en personne. Un rassemblement qui, désormais, serait privé de son intendante, de ses mets raffinés et de l'atmosphère de luxe factice que Clémence avait promis. Mon téléphone a vibré. Un message dut s'afficher sur l'écran. Chère Geneviève, après avoir pris connaissance des documents que vous m'avez transmis, ma famille et moi avons pris la décision d'avancer notre arrivée d'une journée. Nous souhaitons avoir un entretien approfondi avec Clémence avant que les festivités ne débutent. Serait-il possible que vous nous receviez le matin du 23 ? Le 23 décembre. Précisément le moment où je serais en train de clore mes bagages. Une synchronicité parfaite. Bien entendu, Hugues, ai-je répondu avec célérité. Ce sera un plaisir de vous ouvrir ma porte. Cependant, je vous informe que je serai moi-même sur le départ pour un voyage prévu de longue date. Clémence et Benoît seront donc vos seuls hôtes pour cet entretien. La réponse fut instantanée. Parfait. Ce sera exactement ce qu'il nous faut. J'ai refermé mon ordinateur et je me suis allongée. Pour la première fois depuis 5 ans, j'ai dormi d'un sommeil sans rêve. J'avais cessé d'être la victime pour devenir l'architecte de l'ordre. Clémence m'avait sous-estimé, pensant que mon âge et ma docilité apparente étaient synonymes d'impuissance. Elle allait découvrir que le silence d'une femme d'expérience est souvent le prélude à une tempête dévastatrice. Le lendemain, à 6 heures précises, mon réveil a sonné. C'était l'hymne de ma libération. Je me suis levée avec une vitalité que je n'avais plus ressentie depuis le décès de mon mari. Après une douche calme, j'ai commencé à boucler mes valises. Chaque vêtement plié, chaque objet rangé marquait un pas supplémentaire vers mon indépendance. Clémence et Benoît dormaient encore profondément lorsque j'ai descendu mes bagages dans le hall. J'avais préparé une note succincte, déposée sur la table de la cuisine, juste à côté du trousseau de clés de secours. J'ai décidé d'avancer mon départ. La maison est sous votre entière responsabilité. Profitez de votre Noël parfait. Geneviève. Ce que la note ne mentionnait pas, c'était mes préparatifs de dernière minute. J'avais vidé le garde-manger et le réfrigérateur de tous les produits d'exception que j'avais achetés. Le caviar, le foie gras artisanal, les bouteilles de champagne millésimées, tout avait disparu. S'ils voulaient recevoir 25 personnes, ils allaient devoir apprendre la réalité du coût de la vie et de la logistique. Plus significatif encore, j'avais enfermé sous clé, dans ma suite privée dont j'étais la seule à posséder le code, toute ma vaisselle de Limoges, mes nappes en lin brodé et l'intégralité des décorations de Noël. La villa serait nue, fonctionnelle, mais dépourvue de tout ce qui faisait son prestige social. Clémence voulait impressionner sa famille. Elle devrait le faire avec ses propres ressources. Enfin, j'avais appelé la veille pour annuler le passage de l'entreprise de nettoyage qui intervenait 2 fois par semaine. Un service que je finançais personnellement, mais dont Clémence s'attribuait systématiquement le mérite auprès de ses invités. À partir d'aujourd'hui, la poussière et le désordre seraient ses seuls alliés. Le taxi est arrivé à 7 heures précises. Tandis que le chauffeur chargeait mes malles, j'ai jeté un regard froid sur la villa. Ce n'était plus ma prison. C'était redevenu mon domaine, une place forte que je quittais temporairement pour mieux la reconquérir une fois que les intrus auraient été chassés par la force des choses. L'hôtel où je me suis installée, à 1 heure de route, était le sanctuaire dont j'avais rêvé. Une suite spacieuse avec vue sur l'océan, un service d'étage disponible à toute heure et, par-dessus tout, un silence absolu. Personne pour réclamer un café, personne pour exiger une chemise repassée, personne pour m'effacer. Depuis ma terrasse, j'observais les vagues se briser sur le rivage avec une régularité apaisante. Le spectacle allait bientôt commencer à Arcachon. J'avais une place de choix pour assister à l'effondrement d'un empire de mensonges.
Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement le rétablissement de la vérité. Dans le calme ouaté de ma suite, personne ne s'attendait à ce que je surgisse avec un plateau de café fumant. Personne ne partait du principe que mon temps n'avait aucune valeur marchande. C'était une sensation délicieuse, presque irréelle. Mon téléphone a fini par rompre ce silence à 10h47 précise. Benoît, sans surprise. Maman, où es-tu exactement? On vient de trouver ton mot, mais pourquoi es-tu parti si tôt? Sa voix était un mélange de confusion et de sommeil. Il venait probablement de réaliser, en ouvrant les placards de la cuisine, que son petit déjeuner habituel ne se préparait pas par enchantement ce matin. Bonjour Benoît. J'ai simplement estimé qu'il était inutile de retarder l'inévitable. Vous avez énormément de pain sur la planche pour vos préparatifs, et de mon côté, j'aspire à un repos bien mérité. Mais maman, c'est tellement soudain. Clémence est dans un état pas possible. Elle est très contrariée. Contrary. Quel euphémisme diplomatique pour décrire ce qui devait être une crise de panique totale. Elle réalisait enfin que le costume de maîtresse de maison, qu'elle arborait fièrement allait devoir être endossé pour de bon, sans doublure pour assurer les cascades. Je ne doute pas qu'elle s'en sorte à merveille, ai-je répondu d'un ton neutre. Après tout, c'est une femme qui se prétend très capable. Un long silence s'est installé. À l'arrière-plan, je percevais le bourdonnement d'une voix aiguë, Clémence, s'exprimant avec un débit saccadé, frôlant l'hystérie. Pourrais-tu au moins nous donner ta localisation? En cas d'urgence, a repris mon fils. Je suis en sécurité, dans un endroit qui me convient parfaitement. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour le moment. Maman, je t'en prie. Je sais que tu es en colère, mais là, c'est extrême. La famille de Clémence arrive dans 2 jours et nous n'avons aucune idée de comment. Benoît, les jeux interrompus avec une fermeté glaciale. Tu as 35 ans. Clémence en a 30. Vous êtes des adultes fonctionnels. Je suis convaincu que vous saurez résoudre vos problèmes logistiques sans l'assistance d'une femme de 66 ans que vous considérez par ailleurs comme sur le déclin. Un nouveau silence, plus pesant encore. D'accord, a-t-il fini par soupirer. Mais promets-moi que tu vas bien. Et quand comptes-tu revenir? Je reviendrai quand je serai prête. Profite bien de ton Noël. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse tenter une nouvelle manœuvre de culpabilisation. J'ai immédiatement basculé mon appareil en mode silencieux. Je savais que les heures suivantes seraient marquées par un pilonnage incessant d'appels et de messages désespérés. Mais j'avais attendu 5 ans pour conquérir cette paix. Je n'allais pas les laisser la saboter. Pour mon déjeuner, j'ai commandé un homard thermidor au service d'étage. Une extravagance que je ne me serais jamais autorisée dans ma propre maison, tant Clémence avait imposé des standards d'austérité pour tout ce qui ne concernait pas ses propres besoins. Tandis que je dégustais chaque bouchée avec une lenteur calculée, mon écran ne cessait de s'allumer, affichant des notifications muettes. Le véritable acte de justice était en marche. Le lendemain matin, comme je l'avais prévu, la structure de mensonge bâtie par Clémence allait se heurter à la réalité. Ils ne trouveraient pas le décor de conte de fées qu'elle leur avait promis. À la place, ils feraient face au vide laissé par l'absence de celle qui, dans l'ombre, rendait tout possible. À 15 heures, j'ai enfin consenti à consulter mes messages. Le bilan était éloquent, 48 appels manqués de Benoît, 31 de Clémence, et une avalanche de textos dont le ton oscillait entre la confusion, les supplications larmoyantes et l'indignation outragée. Mais le message crucial était celui d'Hugues, arrivé à midi. Chère Geneviève, ma famille et moi arriverons demain à 8 heures, comme convenu. Nous sommes impatients de vous rencontrer et de tenir cette conversation essentielle avec Clémence. Merci encore pour votre hospitalité. Hospitalite. S'il savait que dans moins de 24 heures, la seule hospitalité qu'il trouverait serait celle d'une Clémence échevelée, tentant d'expliquer pourquoi la villa était dépourvue de victuailles et pourquoi la belle-mère dévouée, dont elle s'était vantée, s'était évaporée. J'ai répondu à Hugues. Je suis au regret de vous informer que j'ai dû avancer mon départ pour des raisons personnelles. Clémence et Benoît seront ravis de vous accueillir. Je suis certaine que vos échanges seront fructueux. Sa réponse a été immédiate. Je comprends parfaitement. En réalité, cela sera peut-être préférable. Certaines vérités s'énoncent mieux en petit comité. Exactement ce qu'il leur fallait.
Une confrontation privée entre une manipulatrice aux abois et une famille qui tenait enfin l'épreuve de ses détournements de fonds. Cet après-midi-là, pendant que je recevais un soin au spa de l'hôtel, je me suis laissé aller à imaginer la scène du lendemain. Clémence et Benoît se réveillant dans un état de panique pure, se ruant vers le supermarché le plus proche pour tenter de recréer une illusion d'abondance à la dernière minute. Et puis, à 8 heures précises, le carillon de la porte annonçant l'arrivée de l'oncle Hugues et des autres, venus réclamer des comptes. Je sentais les nœuds de tension qui pétrifiaient mes épaules depuis 5 ans se dénouer sous les mains de la masseuse. Chaque point de pression qui cédait correspondait à un mensonge de Clémence qui s'effondrait. Le matin du 23 décembre s'est levé sur un ciel d'une clarté absolue. Mon téléphone a littéralement explosé dès l'aube. Benoît a tenté de me joindre à 6h30. Je n'ai pas décroché. J'ai savouré mes œufs bénédicts au saumon fumé sur ma terrasse, face à l'océan, avant de me décider à écouter les messages vocaux. Le premier était de Benoît. Maman, décroche, je t'en supplie. Clémence est en pleine crise d'hystérie. On ne sait pas quoi préparer pour le petit déjeuner de 25 personnes. Le supermarché n'ouvre qu'à 8 heures, pile au moment où la famille débarque. On a besoin d'aide, tout de suite. Rappelle-nous. Le second était de Clémence, la voix brisée, dépouillée de son arrogance. Geneviève, je sais que tu m'en veux et je commence à comprendre pourquoi. Mais s'il te plaît, ne m'humilie pas devant ma famille. Ils ont fait un si long voyage. L'oncle Hugues vient de Genève spécialement. Mathilde a tout annulé pour être là. Je ne sais pas cuisiner pour autant de monde. Je ne sais même pas par où commencer. Le troisième message était le plus gratifiant. Clémence, cette fois en larmes. Geneviève, je viens d'ouvrir le garde-manger, il n'y a plus rien. Pourquoi as-tu vidé le réfrigérateur? Comment vais-je nourrir tout le monde? Et où est passée la vaisselle de réception? Les nappes de fête? Dis-moi au moins où tu as caché tout ça. Juste ça, je t'en supplie. C'était donc cela, la réalisation tardive que la gestion d'un foyer de ce standing exigeait de la planification, de l'effort et des moyens réels. Elle comprenait enfin que le foie gras ne tombait pas du ciel, que les tables ne se dressaient pas par l'opération du Saint-Esprit et que le prestige social avait un coût invisible. Le message que j'attendais vraiment est tombé à 8h15. Une voix masculine, empreinte d'une autorité naturelle. Geneviève, ici Hugues, l'oncle de Clémence. Nous avons atterri plus tôt que prévu et nous avons décidé de nous rendre directement à la villa. Nous y serons dans 15 minutes. J'ai hâte de vous saluer et d'engager la discussion dont nous avons parlé. L'heure de vérité. Ils allaient arriver au paroxysme du chaos. À 8h20, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Man. La voix de Benoît oscillait au bord de la rupture nerveuse. On peut se parler? Bonjour Benoît. Bien sûr que nous pouvons parler. Comment se passe ton début de matinée? Maman, arrête ce jeu, je t'en prie. La famille de Clémence vient de sonner à la porte et nous n'avons strictement rien à leur offrir. Rien. Clémence s'est enfermée dans la salle de bain pour pleurer et je suis totalement dépassée. Leur as-tu exposé la situation avec honnêteté? Quelle situation? Comment veux-tu que j'explique que ma mère a décidé de s'évader au moment précis où nous avions besoin d'elle? Quand ils avaient besoin de moi. Pas quand j'avais besoin de considération. Pas quand j'aspirais à un simple merci pour 5 ans de servitude. Uniquement quand leur confort était menacé. Dis-leur la vérité, Benoît. Dis-leur que pendant 5 années, vous avez agi comme si j'étais votre domestique non rémunéré, et que j'ai finalement décidé que mon droit aux vacances était supérieur à votre besoin de paraître. Un silence. À l'autre bout du fil, je percevais l'agitation dans le vestibule de ma villa. Une voix ferme, celle d'Hugues sans doute, demandait où se trouvait la maîtresse des lieux. Donne-moi au moins tes adresses. Où est-ce que tu achetais les produits de fête? Quel traiteur utilisais-tu? N'importe quoi pour nous sortir de là, maman. Je n'achetais pas simplement des choses, Benoît. Je planifiais chaque détail des semaines à l'avance. J'étudiais les recettes, je dressais des inventaires, je comparais les provenances et je consacrais des journées entières à la préparation. Ce n'était pas de la magie. C'était du travail. Un travail colossal que vous avez choisi d'ignorer. Le mutisme de mon fils me confirmait qu'il commençait enfin à mesurer l'ampleur de son aveuglement. Écoute, a-t-il repris, la voix plus humble. Je sais que nous avons été inconsidérés. Mais là,
Il me faut des solutions concrètes. Qu'est-ce que je fais avec 25 personnes affamées dans mon salon? Commande des pizzas, appelle des restaurants, rends-toi au supermarché. Agis comme un adulte responsable qui reçoit des invités qu'il a lui-même conviés. Mais c'est la période des fêtes. Tout est complet ou saturé. Aucun restaurant ne prendra 25 personnes sans réservation. Dans ce cas, vous auriez dû y réfléchir avant d'inviter la terre entière en comptant sur une personne que vous n'avez même pas pris la peine de consulter. Une autre voix s'est fait entendre à l'arrière-plan. Hugues exigeait une explication claire. Maman, l'oncle de Clémence veut te parler absolument. Il dit qu'il doit comprendre ce qui se passe ici. Je serais ravie de m'entretenir avec Hugues, mais je suis en vacances. Dis-lui que Clémence se fera un plaisir de tout lui expliquer. Après tout, c'est elle qui a orchestré ce rassemblement de main de maître, n'est-ce pas? S'il te plaît, maman, juste 5 minutes. Il est extrêmement perplexe et commence à s'agacer. Je pense qu'il pourrait nous aider à régler tout ça. Nous aider. Encore et toujours. Leurs besoins, leurs problèmes, leur salut. Ma dignité n'avait jamais fait partie de l'équation. Benoît, écoute-moi attentivement, ai-je repris d'un ton dont la froideur semblait pétrifier la ligne. Pendant 5 ans, j'ai été le socle sur lequel vous bâtissiez votre confort. Chaque fois que vous aviez besoin d'une béquille, j'étais là. Chaque fois que Clémence voulait briller en société, c'est mon labeur qu'elle mettait en scène. J'ai été la solution systématique à votre incapacité à gérer le quotidien. Mais enfin, c'est ta famille. A-t-il hurlé, perdant totalement son sang-froid. À l'arrière-plan, la voix d'Hugues a résonné, nette et impérieuse. Jeune homme, j'exige de comprendre quel genre de réception vous prétendez organiser ici. Où est la maîtresse de maison? Où est la belle-mère qui nous a conviés? Hugues avait manifestement été intoxiqué par les récits de Clémence. Elle m'avait dépeinte comme la matriarche dévouée, l'intendante zélée responsable de cette hospitalité sans faille qu'elle s'attribuait. Et maintenant, il ne trouvait face à lui que 2 adultes hébétés, enfin confrontés au vide sidéral de leurs propres mensonges. Maman, je t'en supplie, parle-lui au moins. Dis-lui qu'il s'agit d'un malentendu. Il n'y a aucun malentendu, Benoît. Il y a une réalité que tu as délibérément occultée pendant des années. Sans respect mutuel, l'idée même de famille est une imposture. J'ai raccroché. Cette fois, j'ai éteint l'appareil. Le temps des explications filiales était clos. Je suis descendu au centre d'affaires de l'hôtel. Il était temps de déployer la phase la plus chirurgicale de mon plan. Assise devant l'ordinateur de l'hôtel, j'ai ouvert ma messagerie. Plusieurs courriels de la famille de Genève m'attendaient déjà. Le premier émanait de Mathilde, la sœur de Clémence, dont je connaissais la rigueur professionnelle. Chère Geneviève, nous venons d'arriver à la villa et la confusion est totale. Clémence nous a prétexté une urgence justifiant votre départ, mais la situation est inexplicable. La maison semble inhabitée, aucun préparatif, aucune victuaille, et le comportement de ma sœur est plus qu'inquiétant. Pourrions-nous nous entretenir de vive voix? Le second message, signé d'Hugues, était d'une tonalité bien plus grave. Madame, je respecte vos impératifs personnels, mais j'ai besoin de clarté. Clémence est incapable de justifier l'absence de l'accueil qu'elle nous avait promis. Rien ne correspond à l'image qu'elle nous a vendue de votre vie de famille. Je vous prie de me contacter de toute urgence. C'était l'ouverture exacte que j'avais calculée. J'ai rédigé une réponse commune, pesée au trébuchet. Cher Hugues, chère Mathilde, je vous présente mes excuses pour ce désordre. Des circonstances que je ne souhaite pas étaler par écrit m'ont contrainte à avancer mon départ. Cependant, il est crucial que vous preniez la mesure de la situation réelle de Clémence et Benoît. Les documents que je vous ai transmis précédemment ne sont que la surface émergée de leurs dérives financières. Si vous souhaitez réellement aider Clémence, je vous suggère une confrontation franche sur ses habitudes de consommation et ses attentes parasitaires. Bien à vous, Geneviève. 20 minutes plus tard, le téléphone de ma chambre a sonné. La réception m'informait qu'un certain monsieur Hugues demandait à me parler de toute urgence. J'ai fait transférer l'appel. La voix d'Hugues était tendue, mais il maintenait cette courtoisie propre aux hommes d'affaires de son rang. Geneviève, merci de me répondre. J'ai besoin de réponses directes concernant ma nièce. Je vous écoute, Hugues. Est-il exact que Clémence exigeait de vous que vous assuriez seule l'intendance,
Le ménage et la cuisine lors de chacune de nos venues? C'est exact. Depuis 5 ans, chaque événement, chaque dîner dont elle s'attribuait le mérite, était le fruit de mon seul travail. Elle planifiait les invitations, je gérais l'exécution. Et lorsqu'elle nous parlait de ses réceptions parfaites, elle omettait systématiquement de mentionner votre rôle. Je n'existais pas dans son récit. J'étais l'ombre nécessaire à son éclat. Un long silence a pesé sur la ligne. J'entendais des murmures étouffés, Hugues échangeant avec Mathilde. Deuxième question, a-t-il repris. Les relevés bancaires que vous nous avez transmis, sont-ils authentiques? Absolument. Je les ai extraits des dossiers personnels de mon fils. Ce sont des faits, Hugues. Pas des interprétations. Et Clémence sait-elle que vous avez découvert l'ampleur de ses dettes? Jusqu'à ce matin, elle ignorait tout de ma lucidité sur ses dépenses clandestines et sur ses mensonges concernant ses revenus réels. Je vois. Sa voix s'est faite glaciale. Une dernière chose. Pourquoi avoir choisi de partir précisément maintenant? Parce que j'ai décidé de ne plus être une victime consentante dans ma propre demeure. Clémence a invité 25 personnes en tenant pour acquis que je serais sa servante, sans même s'assurer de mon consentement. C'était la goutte d'eau. Le silence qui a suivi était chargé d'une réprobation qui ne m'était pas destinée. Enfin, Hugues a repris la parole, son ton dégoulinant de déception. Geneviève, ma famille vous doit des excuses. Clémence nous a trompés pendant des années. Elle a construit une fiction de réussite sociale où elle jouait le rôle de la femme parfaite. Elle nous a sollicités pour un soutien financier massif destiné prétendument à l'entreprise de Benoît, alors que cet argent devait manifestement servir à combler des gouffres de consommation personnelle. J'en ai la certitude. Et nous, comme des imbéciles, nous étions prêts à la soutenir, croyant qu'elle avait prouvé son sens des responsabilités. En réalité, c'est vous qui portiez tout l'édifice sur vos épaules. Mais les masques sont tombés. Ma famille ne tolère pas la duplicité. Clémence va devoir rendre des comptes. Hugues, si je peux me permettre. Clémence a vécu dans une bulle de privilèges où les conséquences de ses actes étaient systématiquement épongées par autrui. Il est peut-être temps qu'elle se confronte à la réalité. Je partage votre avis. Et j'ai une nouvelle pour elle qui va brutalement changer sa perspective. Le soutien financier qu'elle espérait pour Benoît était conditionné à une transparence totale. Après ce que j'ai vu et lu, ce soutien est purement et simplement annulé. J'ai senti un sourire se dessiner sur mes lèvres. Mais Hugues n'en avait pas fini. Il y a pire encore. Thierry, mon beau-frère, est hors de lui. Clémence l'avait sollicité pour faire évaluer des actifs immobiliers en vue d'un investissement futur. Elle lui a notamment demandé une estimation de la villa d'Arcachon, laissant entendre qu'une mise en vente était imminente. Étiez-vous au courant? Cette révélation a été un choc, même pour moi. Elle avait osé mandater Thierry pour estimer ma maison sans mon accord. Non, je l'ignorais totalement. Eh bien, Thierry se sent instrumentalisé. Il a investi du temps sur la base d'informations mensongères. En conséquence, notre réunion de Noël va se transformer en une procédure d'audit familial. Clémence devra justifier chaque mensonge, chaque manipulation, devant l'assemblée des proches. C'était bien plus que ce que j'avais espéré. Clémence n'allait pas seulement affronter un désastre logistique. Elle allait subir un procès en règle devant ses propres pairs. Toute la famille sera informée de la situation lors du dîner de ce soir, a conclu Hugues. Elle ne le sait pas encore, mais son monde vient de s'effondrer. Madame, je dois vous laisser pour gérer cette crise. Mais sachez que vous avez tout mon respect pour votre dignité. Merci, Hugues. Cela me touche. Une dernière chose. Quand vous jugerez le moment opportun de rentrer, nous aimerions vous rencontrer pour de bon. La vraie Geneviève, pas l'ombre que Clémence nous a décrite. J'ai raccroché, habité par une satisfaction profonde et chaleureuse. À la villa, le royaume de mensonges de Clémence partait en lambeaux, pièce par pièce. Ce soir-là, j'ai loué une voiture avec chauffeur pour effectuer une ronde discrète dans mon quartier, simplement pour observer. Le spectacle a dépassé mes attentes. Plusieurs voitures de location étaient garées en désordre sur le trottoir, et des sacs de courses jonchaient le perron, abandonnés dans l'urgence. C'était la mise en scène du chaos. Mon téléphone a vibré. Un message de Mathilde. Geneviève, pouvez-vous m'appeler? J'ai besoin de documents complémentaires. Je l'ai contacté immédiatement. Sa voix était plus tendue que jamais.
Geneviève, je passe au crible les finances de ma sœur, et c'est bien pire que prévu. Je viens de découvrir qu'elle a usurpé l'identité de Benoît pour ouvrir des lignes de crédit dont il ignore tout. On parle ici de faux et usage de faux, voire de fraude aggravée. Benoît est-il au courant? Nous venons de le lui révéler. Il est en état de choc prostré. Il répète en boucle qu'il doit s'agir d'une erreur. Mais il y a une question qui me brûle les lèvres, Geneviève. Saviez-vous que Clémence affirmait à toute notre famille que vous aviez l'intention de faire d'elle votre unique héritière par testament? Cette question m'a frappée comme une décharge électrique. L'audace de cette femme n'avait donc aucune limite. Pardon? J'ai répété ce mot dans un souffle, tandis que mon sang se glaçait dans mes veines. L'audace de Clémence venait de franchir une frontière que je n'avais même pas imaginée. Oui, Geneviève, a repris Mathilde d'une voix sourde. Elle nous a affirmé avec le plus grand aplomb que vous envisagiez de lui léguer la villa ainsi qu'une part prépondérante de vos liquidités. Elle s'est servie de cette fable comme d'une garantie morale pour contracter des emprunts privés auprès de certains de nos cousins installés aux États-Unis. La trahison était abyssale. Ce n'était plus seulement du parasitisme, c'était une spoliation organisée de mon vivant, une spéculation macabre sur ma propre faim. Mathilde, je peux vous assurer sur l'honneur que tout ceci est une pure invention. Mon testament, déposé chez mon notaire, ne mentionne Clémence en aucune façon. Elle n'est bénéficiaire de rien, et elle ne le sera jamais. J'en étais arrivé à cette conclusion en observant le chaos ici. Mais le mal est fait. Elle a réussi à soutirer plus de 20 000 € à la famille élargie en vendant votre mort par anticipation. 20 000 €. Une dette que j'étais censé honorer post-mortem. Le calcul était d'une malveillance clinique. Comment réagit-elle face à vos découvertes? Ai-je demandé, mon esprit basculant déjà en mode gestion de crise. Elle est dans un déni pathologique. Elle hurle au malentendu. Elle prétend que vous agissez par pure vengeance parce que vous vous seriez senti, exclu, de l'organisation du Noël. J'ai laissé échapper un rire bref, dénué de toute gaieté. Même acculée par des preuves irréfutables, Clémence tentait encore de retourner la situation en jouant la carte de la persécution. Mais elle oubliait que la vérité n'a pas besoin de cris pour s'imposer. Et cette célébration de Noël dont elle se vantait tant? Mathilde a eu un rire amer. Quelle celebration, Geneviève. Clémence a dû commander 25 pizzas en urgence parce qu'elle est incapable de faire bouillir de l'eau. Nous dînons sur des serviettes en papier parce qu'elle ne trouve pas la clé de votre buffet. Au lieu d'un réveillon, nous vivons le règlement de compte familial le plus violent de notre histoire. Des pizzas pour 25 convives sur du papier jetable. L'ironie était savoureuse. Le château de cartes s'était effondré, révélant la nudité sociale de celle qui voulait tout régenter. Que comptez-vous faire désormais? Une partie de la famille repart demain matin. Ce n'est pas le Noël que nous espérions, mais certains d'entre nous restent pour s'assurer qu'elle assume chaque conséquence de ses actes. Tous les prêts familiaux sont exigibles immédiatement. Le soutien financier pour Benoît est définitivement révoqué. Et nous informerons l'intégralité de notre arbre généalogique pour prévenir toute manipulation future. C'était une justice implacable. Mais pour Benoît, c'était la fin d'une innocence qui ressemblait fort à de la complicité. Mon fils est dévasté, je suppose. Il est prostré. Je crois qu'il réalise enfin l'ampleur du gouffre dans lequel il s'est laissé entraîner. C'était le passage obligé, Mathilde. Il devait ouvrir les yeux. Une dernière chose, je rentre demain. Et je compte instaurer des règles radicalement différentes. Clémence n'aura plus jamais libre accès à ma demeure. Il y aura des limites, des protocoles et des conséquences juridiques pour chaque manque de respect. C'est la seule solution. Il est temps qu'elle se confronte à la dureté du monde réel. J'ai raccroché. Le lendemain, le 24 décembre, s'est levé sur un froid cinglant mais une lumière d'une pureté absolue. J'ai bouclé mes malles avec la sérénité d'un général après une campagne victorieuse. Avant de quitter mon refuge, j'ai contacté Maître Olivier Lefebvre. Maître, tout est-il en ordre? Tout est prêt, Geneviève. Les modifications de votre testament sont notariées. L'amendement de protection de la villa est enregistré. Et les nouvelles conventions d'occupation sont prêtes pour signature. Parfait. Je vous attends à mon domicile dans 1 heure. Êtes-vous certaine de vouloir procéder ainsi la veille de Noël? Il n'y a pas de moment plus opportun, maître. Ma famille doit apprendre le sens profond de la gratitude et du respect de la propriété.
Le taxi m'a déposé devant ma villa à 10 heures précises. J'ai inséré ma clé dans la serrure et j'ai pénétré dans un silence de cathédrale. Maman. La voix de Benoît était empreinte d'une incrédulité mêlée d'un espoir pathétique. Il est apparu dans le hall, les traits tirés, des cernes profonds barrant son visage. Derrière lui, Clémence est apparue. Je ne l'avais jamais vue ainsi, dépourvue de maquillage, les cheveux en désordre, vêtue de vêtements froissés, les yeux rougis par des heures de pleurs inutiles. Puis, le reste du clan s'est avancé. Hugues, imposant et sévère, Mathilde, serrant son dossier de preuves, Thierry et Éléonore, le regard chargé d'une déception sans retour. Geneviève, a déclaré Hugues en me tendant la main avec une déférence nouvelle. C'est un honneur de vous rencontrer enfin dans la clarté. Nous sommes sincèrement navrés que cette rencontre s'opère dans un tel climat. L'honneur est pour moi, Hugues. Ne vous excusez pas. Parfois, la vérité doit éclater avec la violence de la foudre pour purifier l'air. La sonnette arretenti. Maître Lefebvre a fait son entrée, sa présence conférant immédiatement une dimension solennelle et juridique à la scène. Pourquoi un avocat est-il ici? A balbutié Clémence, sa voix tremblante. Parce qu'après 5 années d'abus de confiance, de manipulation financière et d'un mépris souverain pour ma personne, j'ai décidé de placer mes intérêts sous sauvegarde de justice, ai-je répliqué d'un ton sibyllin. Une protection contre quoi? A demandé Benoît, sincèrement hébété. Contre les tentatives de ton épouse d'utiliser ma future succession comme gage pour des emprunts toxiques. Contre son projet de te manipuler pour vendre ce toit afin d'éponger ses dettes compulsives. Contre son usage frauduleux de ton identité bancaire. Dois-je poursuivre l'inventaire? Le silence qui a suivi était d'une densité absolue. Clémence s'est effondrée sur le sofa, réalisant enfin que son empire de chimères s'était définitivement volatilisé. Maître, je vous prie de procéder, ai-je ordonné. Très bien, a commencé maître Lefebvre en ajustant ses lunettes. Primo, les dispositions testamentaires. Madame Geneviève a modifié ses volontés pour s'assurer que cette propriété ne puisse jamais être aliénée ou hypothéquée sans son consentement exprès. La villa sera transférée dans une structure de type trust familial, protégeant les intérêts résidentiels de Monsieur Benoît mais interdisant toute spéculation financière. Clémence a commencé à sangloter bruyamment, mais personne n'a fait un geste vers elle. Benoît, lui, semblait écrasé par la honte. Secondo, a poursuivi l'avocat, les conditions d'occupation. Clémence ne dispose plus d'un droit d'accès illimité à cette demeure. Toute visite devra faire l'objet d'une demande préalable coordonnée et validée par Madame Geneviève elle-même. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? A demandé Benoît, la voix étranglée. Cela signifie que ton épouse ne franchira plus ce seuil au gré de ses envies. Elle ne donnera plus d'ordre concernant mon intendance ou mon emploi du temps. Elle ne partira plus du principe que je suis sa domestique de luxe. Maman, je n'ai jamais su qu'elle. Tu n'as jamais su. Pendant 5 ans, tu n'as pas remarqué que je portais seul le poids de chaque réception pendant qu'elle se pavanait? Tu ne t'es jamais interrogé sur la magie qui faisait apparaître des dîners parfaits alors que ta femme ne sait même pas dresser une table? Ton aveuglement volontaire s'arrête aujourd'hui, Benoît. Hugues s'est alors avancé vers Clémence, sa voix lourde d'une réprobation paternelle. Clémence, notre famille t'a accordé sa confiance et son soutien sur la base d'une imposture. Tu nous as rendus complices involontaires de ton mépris envers une femme qui méritait notre plus grande estime. Tu ne voulais pas quoi? Mentir sur tes revenus? Usurper l'identité de ton mari? Vendre un héritage qui n'était pas le tien? Traiter ta belle-mère comme une esclave? Clémence n'avait plus aucune ressource. Elle était nue devant sa propre vérité. Il y a un point final, ai-je ajouté en la fixant sans aucune pitié. Tu rembourseras chaque centime emprunté sous de faux prétextes à tes cousins. Tu présenteras des excuses individuelles à chaque membre de cette famille que tu as trompé. Et tu apprendras à vivre selon tes moyens réels, loin des fantasmes que tu as bâtis à mes dépens. Et si elle s'y refuse? A demandé Mathilde. Dans ce cas, maître Lefebvre lancera les procédures pénales pour faux, usage de faux et obtention frauduleuse de crédit, a conclu l'avocat en refermant sa mallette de cuir. Je me suis alors adressé à l'assemblée, debout au centre de mon salon, reprenant possession de chaque mètre carré de ma dignité. Pendant 5 ans, j'ai sacrifié ma propre paix pour préserver l'illusion d'une famille unie. Mais j'ai appris une leçon fondamentale,
Une structure bâtie sur le mensonge et l'exploitation n'est pas une famille. C'est un poison qui corrompt tout ce qu'il touche. J'ai posé mon regard sur Benoît. Mon fils, je t'aime, mais l'heure du choix est venue. Tu dois décider si tu veux être l'homme qui tolère l'abus ou celui qui restaure l'honneur dans son foyer. Enfin, j'ai toisé Clémence. Et vous? Vous devez choisir entre devenir une adulte responsable ou demeurer une enfant manipulatrice attendant que les autres réparent les désastres qu'elle provoque. L'horloge du salon a sonné midi en ce jour de veille de Noël. Désormais, ai-je conclu avec un sourire serein, ceux qui souhaitent rester pour un Noël fondé sur la vérité, le respect et la gratitude sincère sont les bienvenus. Les autres sont libres de partir. Pour la première fois en 5 ans, je respirais librement. J'étais de nouveau maîtresse de ma maison, de mon destin et de mon avenir. Ce n'était pas de la vengeance. C'était l'ordre. C'était enfin la justice. Si vous avez été touché par ce récit de vérité et de reconstruction, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, Sa Revanche. Votre fidélité est notre plus grande récompense et nous encourage à porter à l'écran ces histoires de justice nécessaires. Merci de nous avoir écoutés, et à très bientôt pour un nouveau récit de rétablissement de l'ordre.